Bienvenue au MUSEM pour cette deuxième rencontre en contrepoint de l'exposition J'aime les panoramas. Après avoir reçu hier Sam Sturze et parlé avec lui de la photographie, puisqu'il est le directeur des rencontres photographiques d'Arles, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Patrick Lebout. Bonsoir Patrick Lebout. Critique d'art, critique de cinéma, historien du cinéma et enseignant à l'Institut supérieur des arts de Bruxelles ainsi qu'à l'Académie royale des arts de Liège. Et nous allons avec lui aborder le deuxième volet de cette conférence intitulée « Qu'est-ce que voir ?», en parlant de cinéma. Alors, au risque de me répéter un petit peu pour ceux d'entre vous qui auraient été là hier, j'introduirai cette conférence en explicitant un petit peu le sens de cette question et sa raison d'être. Qu'est-ce que voir ? Question en apparence un petit peu surprenante puisque rien ne semble plus être évident que le rapport visuel qui nous lie au monde, puisque de tous nos sens, la vue, les yeux sont le plus aiguisé d'entre eux et celui qui détermine le plus fortement notre sentiment d'inscription dans le monde. Simplement, regarder, ça n'est pas tout à fait voir, et si regarder est effectivement nécessaire à l'exercice de la vision, ça n'est néanmoins pas une condition suffisante. Je prendrai pour cela un exemple très simple, tiré de la vie quotidienne et d'une expérience que chacun d'entre vous a pu faire, expérience qui consiste à passer dans une rue qui nous est familière et soudain, après des années, de découvrir sur une façade un détail de modénature ou une plaque commémorative, comme ça m'est arrivé récemment. J'ai découvert récemment, à côté de chez moi, que le poète allemand Henry Heine avait vécu à 100 mètres de ma maison et je n'avais jamais vu cette plaque, bien que je passais dans cette rue extrêmement fréquemment. Autrement dit, le regard qui nous lie au monde, qui est fondateur d'une relation familière et paisible avec notre environnement, il est en fait une reconstruction faite de beaucoup d'occultations où il se contente des éléments nécessaires à l'assurance de son bien-être. La deuxième différence entre la question du regard et la question de la vision, c'est au fond ce sentiment d'évidence qui nous est donné que le monde tel qu'il se déploie sous nos yeux serait un monde objectif, qu'il serait tel que nos yeux le perçoivent. Cette illusion de l'objectivité du regard, elle est particulièrement renforcée par la présence des photographies et l'usage d'ailleurs que nous pouvons faire les uns et les autres de prendre des photographies et de croire que les photographies seraient une retranscription objective de la réalité. Si j'utilise ce terme d'objectivité, c'est en pensant aussi à cette petite pièce constitutive d'un appareil photo, à savoir le prisme de verre qui est monté sur un boîtier et qu'on appelle un objectif. Et le terme même d'objectif donné à ce prisme de verre dit bien l'illusion qui habite la photographie et à travers la photographie notre rapport au monde, qu'une image photographique ou que le spectacle du monde tel que nous le recevons à l'aide de nos yeux serait la réalité objective. Alors il y a une petite histoire que raconte le romancier italien Antonio Tabucchi dans un roman assez ancien qui s'appelait Nocturne indien. Il imagine la rencontre du narrateur avec une photographe qui lui raconte l'histoire suivante. C'est l'histoire d'une photographie qu'elle a intitulée « Méfiez-vous des détails ». Et elle raconte que cette histoire est un détail pris d'une photographie dont elle est l'auteur, détail agrandi dans lequel on voit un jeune garçon qui court et qui a les yeux fermés et une expression de béatitude.
Puis, elle raconte en fait ce qu'est l'histoire de ce cliché, et elle dit ce qui se passe hors champ de ce détail dans l'image. Et racontant l'histoire de l'image elle-même, elle dit que dans l'image, il y a un policier, et que ce policier vient de tirer sur cet enfant. C'est une scène que Antonio Tabucchi emprunte à la réalité sud-africaine de l'apartheid des années 70. Et donc, cette expression en fait de béatitude de l'enfant est, avec ses yeux fermés, exprime simplement l'instant de sa mort après que le policier lui a tiré sur le dos. Cette parabole, avec ce détail photographique et le reste de l'image, nous pouvons naturellement l'extrapoler à l'idée de ce qu'il y a dans un cadre photographique et de ce qui se trouve au dehors. Autrement dit, un regard ou une image photographique, c'est toujours un cadrage sur la réalité, laissant en dehors de ce cadre énormément de choses. Le troisième élément, et je terminerai par cela pour ne pas être trop long et pour introduire cette différence entre le regard et la vision, m'amènera à dire ceci, c'est que si l'on oublie l'idée d'une objectivité de la réalité, on peut néanmoins conserver ce terme d'objectif en l'entendant comme un but et en posant l'hypothèse que la vue ou la vision, notre capacité à voir, ce serait avant tout l'expression d'un regard désirant, cherchant, voulant voir quelque chose. Il y a donc dans l'exercice du regard quelque chose qui est une volonté de voir, et cette volonté de voir, elle est elle-même sous-tendue par notre intuition ou par notre soupçon que ce qui s'offre sous nos yeux ne serait peut-être pas satisfaisant et que l'espace du visible serait en fait une enveloppe dissimulant en son sein de l'invisible. Et dans cette intuition, c'est au fond celle qui fonde très lointainement toute l'histoire de la représentation et toute l'invention des modes de représentation. Et cela, je le dis fortement, dès l'existence des premiers tracés de la préhistoire. Sans faire toute une histoire de la représentation, parce que ça nous amènerait à parcourir 37 000 années, je voudrais juste rappeler cette petite chose, c'est que lorsque les premiers tracés sont apparus, c'est-à-dire lorsque l'homme s'est doté de cet outil du dessin, et je ne vais pas revenir sur les raisons qui ont pu le conduire à dessiner, il n'empêche que les hommes et les femmes de la préhistoire ont dessiné pendant environ 20 000 ans, voire 25 000 ans, les mêmes motifs. Autrement dit, ils n'avaient pas entre leurs mains un outil leur permettant de dessiner les arbres, les rivières et les paysages. Ils avaient un outil avec lequel ils désignaient une petite parcelle du réel qui était pour eux le centre rayonnant de leur questionnement. Leur rapport au monde, c'était de se demander qu'est-ce que ce qu'ils désignaient par des images, et ce qu'ils désignaient, c'était un certain nombre d'animaux et la question de la sexualité à travers les signes vulvaires très nombreux, les tabliers pubiens et plus tard les signes de pénis, avant que le champ de la représentation s'ouvre à d'autres thèmes. On pourrait prendre quelques exemples dans l'histoire de la peinture ou dans l'histoire des arts, montrant que il y a comme ça des grandes étapes du questionnement de ce que les hommes ont cherché à montrer à travers la peinture, c'est-à-dire ce qu'ils ont cherché à voir à l'intérieur du champ de la réalité. Il y aurait par exemple la question de l'intériorité humaine ou de la personnalité de chacun, et c'est la très longue histoire du portrait qui débute avec les portraits du Fayoum dans le désert égyptien il y a quelques milliers d'années. On pourrait poursuivre avec une histoire du temps, en remarquant que au Moyen-Âge ou à l'aube de la Renaissance, des peintres comme Memling ou Grunewald, dans leur représentation de la Passion du Christ, vont essayer de synthétiser dans une image
ce qui n'appartient pas à une image et qui sont les différentes stations du Christ jusqu'à son calvaire. En une image, on essayait de représenter déjà quelque chose comme une séquence proto-cinématographique où, à l'intérieur d'une peinture, on montrait les différentes stations du calvaire du Christ. Et enfin, pour ne pas être trop long, j'en terminerai avec quelque chose qui est très essentiel et qui est l'invention de la perspective, c'est-à-dire d'une modélisation du rapport au monde qui est fondée sur un rapport qui est presque mathématique, mais où surtout, dans la construction de la perspective, ce qui se donne à voir, c'est le point de vue. Autrement dit, c'est celui qui regarde. Autrement dit, c'est le hors-champ qui est à la source du regard. Il va de soi que l'invention du cinéma, il y a un peu plus d'un siècle, un siècle et demi, a été une fantastique révolution dans les arts de la représentation, très simplement parce que le cinéma a été la synthèse des deux arts majeurs qui longtemps étaient dominants. D'un côté, la peinture en tant que modélisation visuelle et spatiale du réel, et de l'autre côté, l'ensemble des arts du récit, qu'il s'agisse de la poésie épique ou du roman, qui ont pris en charge quelque chose comme une reconstruction historique du monde. Avec l'invention du cinéma, il va y avoir la création d'une nouvelle technique permettant la synthèse de ces deux arts majeurs et qui a ouvert dans notre histoire une étape absolument fondamentale dans le renouvellement de nos représentations et dans la capacité, notre capacité à saisir le réel. Ce sont quelques aspects de cette histoire que Patrick Lebout dont Patrick Lebout va vous parler, et j'ai le plaisir maintenant de lui céder la parole. Merci. Merci. Très bien. Bon, un grand bonsoir. C'est une belle introduction. Parce que Renaud et moi, on ne se connaît que depuis 15 minutes. On ne s'était jamais parlé. Et que mine de rien, ce que je vais faire, ce que j'avais prévu de faire, c'est finalement, je ne le savais pas, c'est développer quasiment point par point un certain nombre des vocables qu'il vient d'utiliser. Il a parlé de visible et d'invisible, il a parlé de hors-champ, ce qui est un terme de... Oui, je ne suis pas très doué, mais hors-champ, ce qui pour moi est la définition même du cinéma. Le hors-champ, c'est ce qui n'est pas dans le cadre, c'est ce qu'on ne voit pas, mais que l'on pressent, que l'on sent, et qui vient travailler dans l'image. Donc c'est bel et bien la question de comment faire voir ce qu'on ne voit pas. En tout cas, ce qu'on ne voit pas d'emblée, ce qui n'est pas dans la composition même de l'image. Tu as parlé de réel, de réalité, voilà, c'est autour de ces notions que j'ai envie d'intervenir. Je n'ai pas une très grande légitimité pour faire ça. Je ne suis pas un théoricien, je suis à peine historien, mais du cinéma documentaire, pas historien de l'art. C'est vrai que par hasard, j'enseigne à l'INSAS, qui est une école de cinéma à Bruxelles, et dans une académie des beaux-arts à Liège, qu'on appelle effectivement, comme tu l'as dit, Royal, mais je me passerai bien du Royal. Et voilà, mais tout ça est venu par hasard. Donc ce que j'aime bien faire, c'est pas des conférences, j'ai quelques notes, mais c'est réfléchir tout haut, voilà, en présence, en coprésence avec vous, pour essayer d'aller plus loin, parce que cette question du voir est une question cruciale. Là, il était marqué qu'est-ce que voir. Moi, on m'avait dit de réfléchir à un mot supplémentaire, c'est qu'est-ce que voir aujourd'hui, parce que je pense que la question se pose et que ça ne va pas de soi. On est dans un moment de l'histoire humaine et de l'histoire de la représentation où nous pensons qu'on n'a jamais vu autant, parce qu'on n'a jamais eu autant de moyens de faire en sorte qu'on nous montre tout. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout est visible, et tout le visible nous provient sans même que nous ayons à nous déplacer dans le monde. Tout le visible nous parvient par tous les ports et les supports. Nous sommes tous considérés comme des terminaux câblés, assignés à résidence, et le monde vient vers nous par satellite, par Internet, par que sais-je encore. Le pape se déplacerait en visite officielle à Bornéo et ferait un paix, nous l'aurions en direct. Donc nous voyons tout. Est-ce qu'on en est si sûr? Est-ce que l'on voit? Ce n'est pas parce que l'on nous montre, et tu l'as dit, ce n'est pas parce que l'on nous montre tout que nous voyons mieux,
Je pense que c'est parce que on nous montre tout que l'on ne voit plus rien. Qu'est-ce que voir? Alors pour introduire ceci, j'aime bien, parce que mettre en exergue. Oui, il y a juste un petit problème, c'est que Fabienne Verstraete, qui organise la conférence, m'a dit que j'avais droit à 20 minutes. Que généralement mes cours ils durent 5 heures. À part Fidel Castro, personne ne fait mieux. Et je me sens capable de rivaliser avec lui. Donc je salue le courage, l'héroïsme même de ce monsieur Renaud Ego, qui va devoir juguler le temps de parole. Voilà, j'ai obtenu, vaille que vaille, 10 minutes supplémentaires. Voilà, plus les 10 minutes qui viennent déjà de me voler, donc ça fait déjà 20 minutes supplémentaires, donc je compte parler une quarantaine de minutes. Et puis après, on verra entre nous, parce que l'important, c'est que ça se répande et que tout cela puisse un peu ricocher, et puis qu'on puisse en penser ensemble, en commun. Voilà. Donc je mets une phrase en exergue. C'est une phrase de Fernand Deligny, l'auteur, le co-auteur d'un film majeur qui s'appelle Le moindre geste. Fernand Deligny, c'est un immense penseur, c'est une des plus belles langues, c'est un écrivain, c'est une des plus belles langues françaises du XXe siècle, et c'est sans doute le plus grand pédagogue français du XXe siècle. Il a notamment inspiré des gens comme Guattari, Deleuze, peu importe. Il a tenu un journal intime tout au long de sa vie, où il est parfois question de cinéma, ce qui n'est pas sa préoccupation majeure, mais quand même, et à la fin, il y a cette phrase, c'est quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, avant sa mort, il est assez âgé, et il écrit ceci. Nous sommes plus ou moins en 1980, à 2-3 années près. Que deviendront les yeux d'un enfant le jour où il n'y aura plus rien à voir? Voilà, cette question m'intéresse. C'est peut-être la raison pour laquelle je me déplace. Je suis critique de cinéma, mais itinérant. Je n'ai pas de revue attitrée. J'aime bien parler, rencontrer des gens pour faire en sorte de réfléchir ensemble à comment faire pour que ce jour n'arrive pas, ou n'arrive jamais. Parce que je sens que ce jour est proche, s'il n'est déjà arrivé. Que deviendront les yeux d'un enfant le jour où il n'y aura plus rien à voir? J'aime cette phrase parce que d'abord, je trouve émouvant qu'un vieux monsieur sur le seuil de sa vie parle encore au futur. Que deviendront les yeux? Je trouve assez fort qu'un vieux pense à la suite, c'est-à-dire à l'enfance, à la transmission, à ce qui va arriver après. La suite, oui, la suite. Pour la suite du monde, était le titre d'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma direct, un film de Pierre Perrault. Et voir, il pose la question du voir. Cette phrase dit une réelle inquiétude, prémonitoire et peut-être même une prédiction, parce que je pense qu'on y est dans un monde où celui-ci, assujetti, soumis à la tyrannie planétaire du capital, dans lequel l'empilement du visible, converti désormais en marchandise, finit par obstruer tout l'espace public, l'ensemble même du champ visuel. Il est à craindre que dans un tel monde, on rencontre désormais peut-être davantage de fils de pute que d'enfants de cinéma, pour faire court. C'est une inquiétude. Cette phrase, je la mets volontiers en liaison, je m'en suis souvenu ce matin en préparant un peu cette intervention avec un ami, qui a d'ailleurs monté Le moindre geste et qui habite à Marseille, qui a collaboré avec Deligny. Je me suis souvenu d'une image de ma petite fille, qui a eu 10 ans il y a 2 jours. Et il y a 2 ans, elle était dans le jardin, et je venais d'étendre un drap blanc, le linge, quoi, le drap de lit blanc, sur la corde à linge au fond du jardin. Il faisait beau. Et il y a eu des reflets à cause des 2 arbres derrière. En ombre chinoise, on voyait le feuillage de l'arbre sur la page blanche, le drap blanc. Elle avait 8 ans, et elle a dit « Oh, on dirait du cinéma ». Alors elle a pris la chaise longue, et elle a retourné la chaise longue, et elle s'est installée devant le drap blanc pendant plusieurs minutes, et à un moment donné, elle a dit « Oh, il est beau ce film ». Ça, c'est passionnant. Il est beau ce film. C'est-à-dire que moi, je croyais que ce qu'elle regardait, c'était un drap blanc. Notre drap de lit, le drap des parents. Non, non. Elle regardait un drap blanc, mais elle voyait un film qui se passait dans la jungle, avec des arbres et des feuillages en ombre chinoise. Voilà. Et je mets aussi la phrase de Deligny en rapport avec une autre rencontre, avec une autre petite fille qui, celle-là, avait 10 ans aussi.
C'était à Nice, où se tenait une rétrospective des films du cinéaste iranien Abbas Kiarostami, artiste, photographe et cinéaste capital aujourd'hui, qui venait présenter tous ses films tous les soirs. Et tous les soirs, la petite fille de 10 ans était au premier rang. On n'est pas vue toute seule, sa maman était instite, mais enfin, elle était là. Et le dernier jour, Kiarostami était venu rencontrer les spectateurs, et ayant repéré la petite, il lui a dit « Mais voilà, c'est toi qui vas poser la première question. » Et la petite fille, elle a dit « Monsieur Kiarostami, on parle beaucoup du vent dans vos films. Parfois même, il y a des titres de vos films avec ce mot-là, notamment, voilà, j'ai oublié le titre du film maintenant, et le vent nous emportera, quelque chose comme ça. Mais le vent, dit-elle, on ne le voit jamais. Comment vous faites, vous, pour filmer le vent? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Une gamine de 10 ans qui demande à un cinéaste comment il fait pour faire voir ce qui n'est pas si évident que ça, de l'impalpable, de l'intangible. Oui, pour faire voir l'invisible. Ce soir-là, je me suis senti vengé. Vengé de toutes ces humiliations subies dans les salles de cinéma lorsqu'un cinéaste est invité. Cette humiliation que je subis à chaque fois que j'entends parler le spectateur du 7e rang. Vous le connaissez tous, le spectateur du 7e rang, il est là tout le temps. C'est celui qui, lorsqu'il y a un cinéaste, et en l'occurrence ce soir-là, Kiarostami lui dit, à la différence de la petite fille, « Monsieur Kiarostami, il est magnifique votre film, c'est tellement vrai, parce que j'ai vécu la même situation. La voiture, qu'est-ce qu'elle est bien filmée, votre voiture. Ça me rappelle, parce que figurez-vous que j'avais la même voiture lorsqu'en 1964, j'ai épousé ma femme. Et que nous sommes partis en voyage de noces avec cette voiture, c'était la même que dans votre film, c'est pour ça qu'il est beau, votre film. Et c'est parti. Et pendant 10 minutes, le mec du 7e rang qui monopolise l'attention. Pourquoi au 7e rang? Parce qu'au premier, il se prendrait un point dans la gueule du cinéaste, et au dernier, on ne le verrait pas. Mais il est calfeutré, colmaté, là, au 7e rang, et il déballe tout. La nuit de noces, ce qu'ils ont mangé, l'inévitable panne d'essence aux portes de Brive-la-Gaillarde qui nous empêchait d'aller le soir même au Cap d'Acte. Cette privatisation de l'ouverture du cinéma, confisquée par les minables petites anecdotes personnelles. Ma fille et cette petite fille valaient mieux que ça. C'est pour qu'il y ait encore des petites filles comme ça, qui voient du feuillage parlant de cinéma dans un drap blanc, et une autre qui demande comment on filme l'invisible, que j'espère bien que cette prémonition de Fernand de Ligny n'aura jamais lieu. Alors je voudrais bien analyser cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire voir? Puisque Fernand de Ligny nous dit « Les yeux d'un enfant, le jour où il n'y aura plus rien à voir, pas à regarder ». Qu'est-ce que voir? Voir, ce n'est pas regarder. La vocation des images, du cinéma, du théâtre, de la photo, des installations, ce n'est pas de montrer, pas seulement, c'est de faire voir. Alors il faut essayer de réfléchir à ça, et pour ça, rien de tel que de repartir de nos bons vieux dictionnaires. Je suis donc ce matin allé revoir dans le dictionnaire Robert, qui est paraît-il une bonne marque, ce que ça voulait dire « regarder ». Là voilà, la définition elle est belle. Faire en sorte de voir. S'appliquer à voir. Regarder n'est pas voir. Ce que le dictionnaire Robert nous dit, c'est que voir ne va pas de soi. Mais qu'il suppose une condition dont vous avez parlé, le regard. Mais le regard n'est jamais qu'une promesse. Le regard comme activité. Le regard comme geste. Le regard comme acte. Le regard comme exercice de concentration, comme mise en disponibilité, prêt à. Le regard comme promesse d'un possible, le possible étant peut-être cette ouverture qu'offre la vision. Voilà, voir ne va pas de soi. Ce n'est pas parce que l'on regarde que l'on verra, mais si on ne regarde pas, on ne voit pas. Mais il faut avoir cette conscience que le regard prend du temps, que le regard est un véritable travail. Que le regard ne nous est pas donné, que c'est une construction, que ça demande du temps, que c'est une habitude, un exercice quotidien. Voilà pourquoi je me méfie de ce monde dans lequel il paraît que tout est là à notre disposition et que regarder c'est comprendre, que regarder c'est voir. Ce n'est pas vrai. Il faut repartir de ça, s'appliquer à. Voilà, regarder comme une promesse, la promesse d'être peut-être, mais pas certainement, sur le point de. Voilà, on pourrait,
Si on regarde, peut-être pourra-t-on voir, mais ce n'est pas sûr. On pourrait. La promesse. Point de voir. J'insiste sur ce mot. Être sur le point de voir. Voilà la promesse faite par des artistes de cinéma, de photographie. Faire en sorte que nous soyons ensemble sur le point de voir. C'est vrai que dans le cinéma, on emploie souvent la notion de point de vue. On ne fait pas de film sans point de vue, notamment dans le documentaire. Voilà, c'est une sacro-sainte doxa. Moi, je me méfie un peu, moi, du point de vue, parce que lorsqu'on a un point de vue, avant de tourner le film, on va souvent chercher dans la réalité du monde, notamment dans le documentaire, ce qui va illustrer ce point de vue préalable. Autrement dit, si avant de commencer le film, on a un point de vue, c'est qu'on a déjà tout vu. Je préfère que l'acte cinématographique, cette mise en mouvement, cette action d'être dans le mouvement du cinéma, nous fasse peut-être entrevoir, apercevoir, peut-être voir. C'est jamais gagné d'avance. J'aime les images qui font voir, c'est-à-dire des images qui ne sont pas gagnées d'avance, qui ne sont pas trop programmées. Et ça, je vais y venir. Bon, comme je dois aller vite, je regarde quand même les 2-3 petits mots que j'avais notés. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que voir serait un phénomène un peu rare, une exception, quelque chose de l'ordre de la perception, d'ailleurs qui n'est pas, contrairement à ce que vous avez dit, uniquement lié aux yeux. On peut regarder autrement, on peut regarder avec nos mains, on peut regarder avec d'autres sens, l'odorat, l'ouïe. Je pense que les aveugles parfois voient mieux que nous. Je me souviens d'un très beau film de Yann Lemasson, qui vivait pas loin d'ici, à Avignon, son dernier film, Eligonca, où il filmait la lente cécité de son frère, atteint d'un diabète, et le frère, à la fin, il voit quasiment plus rien, il est aveugle, mais il dit quand même, je peux encore voir 2-3 choses, je peux encore voir, même si tout est flou, je vois encore un peu la lumière, je vois des couleurs, je vois pas les détails, mais je vais apprendre à avoir une vision surréaliste. Et je vais surtout apprendre, avant de perdre tout, je vais apprendre à voir à mes mains et qu'elles se débrouillent toutes seules. Belle phrase. Là aussi, on est dans l'apprendre à voir, le travail, l'apprentissage. J'aime bien aussi l'idée que donc que la vision, ça suppose finalement un dépassement du visible. C'est un déplacement, c'est une transgression. C'est, comment le dire, un franchissement. Voilà, j'ai dépassé le visible. Je pense qu'il faut, pour voir, il faut trouer le visible, le perforer. S'il n'y a pas de trou dans le magma du visible, et Dieu sait si nous sommes dans un monde saturé de visible, trouons le visible, parce que s'il n'y a pas d'orifice, s'il n'y a pas de trouée, s'il n'y a pas de brèche, s'il n'y a pas d'ouverture, par où voulez-vous que passent les émotions, les affects, les sensations, les idées? Faire des trous dans le visible est peut-être la fonction de l'art. J'aime le mot avoir une vision. Une vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous le disons tous les jours lorsque nous marchons dans la rue, vous venez de le dire. Je marche dans la rue avec ma copine, et à un moment donné, elle me dit, « T'as vu? Tu as vu. Tu as vu celui-là, comme il est émouvant. T'as vu sa gueule. T'as vu cette situation. T'as vu cette plaque sur la façade que nous n'avions pas vue et nous passons devant tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire, tu as vu? Ça veut dire que de ce magma du visible, vous avez cet ensemble totalisant, homogène apparemment, surplombant. Vous avez enfin détaché quelque chose. Vous avez repéré. Vous avez sélectionné un élément qui ramène à vous. Un élément qui vous a touché, vous, et pas l'autre, vous personnellement. Et cet élément, vous le donnez à voir à celui qui marche à vos côtés. Tu as vu. La vision désigne donc une sélection d'un élément, et donc, si vous l'avez sélectionné, c'est parce que vous êtes en relation avec lui. Voilà, la vision, c'est une relation. C'est une relation personnelle avec la totalité du monde, mais à partir d'un prélèvement. Et si ce que vous avez vu là, cette sélection, encore 15 minutes, avant d'être plus les 10 que tu m'as... oui, mais on va s'arranger. Et encore 15 minutes, et qu'est-ce que je disais? Oui, si cet élément que j'ai sélectionné, j'ai rien vu.
Si cet élément que j'ai sélectionné, je le mets en raccord avec un autre élément de ce magma que j'ai sélectionné, je les raccorde, ça fait un récit. Voilà, un récit du visible. Le visible ne fonctionne que si je le mets moi-même en récit, en fonction de mon rapport avec lui. La vision est une liaison. Illumination, dit-on. Avoir une vision. Oui, Sainte Thérèse d'Avila avait des visions. Et Rimbaud, des illuminations. C'est peut-être eux qui avaient raison. Ça suppose une compréhension, une interprétation de ce magma de visible. Quelque chose de l'ordre d'une relation personnelle, donc d'un raccord, donc d'un lien, donc d'une abolition de la séparation. Parce que tant que je n'ai pas de relation avec ce monde, je suis séparé de lui. Peut-être qu'en fait, et je reprends votre vocabulaire, peut-être qu'en fait, il s'agit de la différence entre la réalité et le réel, et pour moi, ça n'a jamais été des synonymes, même si tous les festivals documentaires s'appellent alternativement ou indifféremment, cinéma du réel, cinéma de ceci, on s'en fout. Réalité, réel, ce n'est pas la même chose. La réalité, c'est ce qui est là, attestable, c'est devant moi. Cette table est une réalité. Mais si, parce que je suis un peu terrorisé et j'ai peur de l'enjeu, quand même, parler au MUSEM, c'est pas rien, alors je suis un peu stressé et je me pète en arrivant, je me pète la rotule sur cette putain de table à la con. De ville de merde. Parce que j'ai mal maintenant, voyez-vous? Pourquoi je dis putain de table? Alors que c'est la même table que tout à l'heure. C'est le matériel pédagogique de cet honorable établissement. Parce qu'elle m'a fait mal. Parce qu'elle m'a touché. Parce qu'elle est entrée en relation avec moi. Maintenant, cette table existe. Pour moi et d'ailleurs pour vous, parce que personne n'avait vu cette table. Voilà. Le réel, c'est ce qui m'arrive de la réalité. Le réel, c'est ma connexion avec la réalité. C'est tout le paradoxe. La réalité a beau être attestable, je peux témoigner de son existence, de sa matérialité. Elle existe. Mais si elle n'existe pas pour quelqu'un, elle reste virtuelle. La réalité n'existe que si elle existe pour quelqu'un. C'est ça le réel. Le réel est la condition d'existence de la réalité. Mais dans le réel, il y a moi et ma subjectivité. Il y a moi et tout ce qui me peuple. Il y a moi et tous mes récits. La notion de réel est un pont, un raccord entre quelque chose d'objectif et moi, et tout ce que je suis. Alors la table, c'est pas très grave. Mais si ce rapport à si mon rapport à la réalité, ce qu'on appelle le réel, c'est le récit de ma réalité, de mon rapport à la réalité. Si j'estime qu'il a un peu d'importance, qu'il ne s'agit pas uniquement d'une table, mais peut-être du génocide au Darfour, alors je décide de le mettre en forme et c'est la fonction de l'art. Mettre en forme le rapport à la réalité. Là, ça ouvre. Pour que ça fasse tache d'onde, zone d'onde, tache d'huile, ricochet. Voilà. Le rapport à la réalité doit ricocher. Ça s'appelle l'information. Contrairement à ce que l'on pense, l'information n'est pas le processus par lequel, moi, spectateur devant ma télé, je prends connaissance d'un fait. C'est au contraire l'art par lequel la connaissance de ce fait provoque en moi un petit déplacement, un dépassement de ma manière de voir les choses, d'être dans le monde, de le vivre et de l'éprouver. Pour ça, il faut des formes. Il n'y a pas de forme dans le journal télévisé. C'est toujours la même. Le retour de vacances de François Hollande est filmé dans le même plan que le génocide au Darfour. Forme, informare, est à l'origine même du mot information. Information, informare, mettre en forme. C'est ça que ça voulait dire. C'est la fonction de l'artiste, peut-être davantage que du journaliste. Je m'égare un peu, mais c'est savoir. Ce sont les formes qui m'informent. Ce sont les formes qui me font voir. Alors, je suis un peu perturbé parce qu'il ne me reste que 15 minutes. C'était déjà il y a 15 minutes qu'il lui restait 15 alors, minutes. Je vais un peu plus vite et puis on va débattre, mais... On va peut-être Oui, arriver à l'image cinématographique. 5 minutes et puis l'image, ça va aller vite. Voilà. Le cinéma, c'est ce qui me permet, toute mise en forme, c'est ce qui me permet de trouver ce visible pour entrer enfin en relation avec le monde. C'est précisément ce qui existe de moins en moins, ce dont on ne veut pas, puisqu'il s'agit de me relier à. Or, nous sommes dans un monde dominé par la déliaison, la séparation, chacun est tout seul, coupé de tout.
L'image dominante aujourd'hui, c'est le visuel. C'est une image qui ne fait pas voir. J'aurais bien aimé vous expliquer ce que c'est qu'une image qui fait voir, mais on va peut-être en voir une là. Je voudrais juste dire un mot de l'image dominante. L'image dominante, c'est Home, de Yann Arthus Bertrand. Voilà. Ça, c'est une image qui d'ailleurs raccorde avec l'exposition, qui parle des panoramas. Dans l'idée du panorama, exposition magnifique. Dans l'idée du panorama, il y a parfois aussi, tu en parlais, l'idée du point de vue, l'idée du paysage. Aujourd'hui, l'image dominante, c'est l'image vue du ciel. C'est l'image vue d'en haut. La Terre vue du ciel, c'est décliné sur toutes les chaînes de télévision du monde. Vous avez tout. Il y a le Vatican vue du ciel, ça c'est un peu normal. Et, il y a la région bruxelloise, c'est la guerre linguistique en Belgique vue du ciel. Et il y a Bornéo vue du ciel. C'est sur toutes les chaînes de télé. Il y a aussi le calendrier des postes et Google Maps. C'est la même chose. Il y a Home. Home, film que nous avons tous été sommés de voir planétairement. C'est sorti le même jour, partout, sur toutes les places publiques du monde, à la place Rouge, place Tiananmen, à la Défense et à la grande place de Bruxelles. Le même jour, je ne mens pas. Plus, au moins sur une chaîne de télévision par pays, plus dans les salles de cinéma. Un film qui se donne à voir comme ça nous veut quelque chose. Alors c'est quoi Home? On survole la Terre pour mieux voir, paraît-il. On prend de la hauteur. Je me méfie des gens qui proclament prendre de la hauteur. Prendre de la distance, du recul, oui, mais de la hauteur. Il est là, en haut, il s'envoie en l'air, dans une espèce de montgolfière, avec évidemment un parfumoir dans la nacelle, des moyens donc que nous ne possédons pas, et il se flatte d'avoir survolé la planète entière, pour nous alerter de la catastrophe planétaire imminente, écologique. Nous le savons bien, on dit aussi libération. Et je constate qu'il a survolé toute la planète, mais qu'il n'y a pas un seul humain dans le film. J'ai vu des images très belles, comme dans National Geographic ou comme dans le magazine Géo. J'ai vu un troupeau d'éléphants dans la savane, c'était très beau. J'ai vu un malheureux ours polaire sur son petit morceau détaché de la banquise, comme s'il était sur un sucre dans une tasse de café en train de fondre. J'ai même cru apercevoir Stéphanie de Monaco sur son rocher, mais un copain qui a vu le film 2 fois me certifie que non, il s'agissait en fait d'une otarie. Et je n'ai pas vu le génocide au Darfour, ni celui en cours à Bornéo. Pourtant, il a survolé tous ces pays, alors à quoi ça sert de voir? Monsieur se flatte d'avoir survolé tous les pays du monde, à l'exception de la Corée du Nord, qu'il a refusé. C'est d'ailleurs peut-être, entre parenthèses, la seule bonne décision jamais prise dans l'histoire par cette dictature immonde depuis 50 ans, empêcher Yann Arthus Bertrand de survoler son territoire. Ça me fait étonnamment penser aux avions anglo-américains qui, entre 1943 et 1944, ont survolé l'Allemagne nazie, prenant des milliers, des dizaines de milliers de clichés, de photographies vues d'en haut, vues du ciel, pour photographier les installations militaires, les grandes usines qu'il fallait bombarder au cas où on enverrait l'Allemagne. Ces clichés sont aujourd'hui sur Internet. Un cinéaste immense, un Allemand, décédé récemment, Haroun Farroukhi, on a fait un film sublime. On y voit tout. Oui, on y voit tout. On y voit les fours crématoires, on y voit Buchenwald, Bergen-Belsen et Auschwitz. On y voit des ossements. Mais ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. C'est sur les photos pourtant. Ils n'ont rien vu, c'est pas ça qu'ils cherchaient. Qu'est-ce que voir? Pour ça, il faut des formes. Voilà, vue du ciel. Un homme vu du ciel est un homme détaché, séparé de ses frères humains. Je constate que dans le cinéma, notamment documentaire aujourd'hui, un courant, pas encore majoritaire, hélas, mais un courant sans doute le plus productif en termes d'innovation formelle, de continuation de l'histoire de l'art cinématographique, fait tout le contraire. Le ciel vu d'en bas, ou la terre vue d'en bas, ici-bas, les pieds dans la glaise, dans les replis du monde. Je me demande si la véritable image n'est pas celle qui nous fait voir ce qui n'est pas dans l'image. C'est là que se trouve peut-être l'ailleurs aujourd'hui. L'ailleurs, puisque le monde est un. L'ailleurs, c'est ce qui n'est pas dans l'image. Ce qu'il faut voir est ce qui est peut-être présent dans l'image, mais en filigrane. Voilà, c'est ça une image qui fait voir. C'est une image qui ouvre. Ce n'est pas une image qui serait considérée comme une fin en soi. C'est une image qui est le début de quelque chose. C'est une image qui connaît ses manques et qui les assume et qui les revendique. C'est une image trouée, c'est une image lapidaire. La plupart des images que nous voyons sont closes, fort closes.
recroquevillées sur elles-mêmes. Elles agencent, elles composent un certain nombre d'éléments pour faire image, mais il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a que de l'imagerie. Je vais un peu vite, on va en parler, j'imagine. Là, je peux ? Si nous avons le temps d'en parler. 4 minutes, comme ça fait une petite... Comme ça, on a mis plein de petits cailloux sur la table, et puis on va en discuter entre nous. Bon, ça c'est une image de l'exposition, c'est celle qui m'a touché le plus. Groupe de villageois et paysans posant. Non, c'est faux. Je vais vite, mais ils ne posent pas tous. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai une image globale, c'est un panorama. Mais en fait, ce panorama est l'image d'une autre image en train de se faire. Qu'est-ce que je regarde d'abord? Le centre. Qu'est-ce qu'il y a au centre? Il y a un groupe de gens qui regardent un objectif. Ceux-là, ils posent. Groupe de villageois et paysans, je ne vois pas tout de suite qu'il y a un « et ». Et, c'est pas les mêmes, villageois et paysans. Oui, il y a une déliaison, je vais un peu vite. Mais je vois qu'il y a un groupe au centre et je les regarde donc. Et tiens, ils sont tous sans chapeau. Au centre. À l'extérieur, ils ont des chapeaux. Ils sont tous endimanchés. Au centre. À l'extérieur, pas. Ils sont tous en noir. Ils ont mis leur beau complet du dimanche. Et puis il y a un autre groupe qui est un peu avec eux. Et ils sont déjà un peu moins bien habillés. Voilà. Mais c'est le même groupe. Voilà, il y a 2 groupes en fait. Il y en a un au centre de l'image qui sont prêts pour la photo. Ils sont en train de poser. Et puis, au bord, et c'est ça le panoramique, c'est qu'on énergie. On va les voir bord 4. On va les voir aux marges. On s'est décentré. C'est aux marges que ça se passe. Un groupe d'enfants, ceux-là, ils ne sont pas en train de poser. Le grand, là devant, il est pris comme ça, presque en flagrant délit, il ne sait pas où aller. Il est dans un début de mouvement figé. Qu'est-ce qu'il doit regarder? Il va où? Il ne sait pas. Par contre, à l'extrême droite, il y a une petite fille qui regarde l'objectif. Et puis là, il y en a une qui a l'air de bâiller, elle ne sait pas très bien quoi faire, elle s'ennuie. Et puis il y en a un autre qui regarde les autres. Et puis là, à droite, il y a un autre groupe. Ceux-là, ils ne sont pas agglutinés, ils ne sont pas hiérarchisés. Ils sont plus ou moins éparpillés. Et ils ne sont pas prêts pour l'image. Ils ne sont pas prévus dans l'image. Eux ont laissé leur chapeau. Eux sont les témoins de l'image les témoins d'une image en train de se faire. Ils ont été juste conviés pour assister à la fabrique d'une image officielle. Voilà, là ce sont sans doute les patrons et la famille d'une hacienda, avec leur personnel, pour l'image officielle. Et puis à droite et à gauche, il y a ceux qui regardent. Et mine de rien, il y a du mouvement ici. Parce qu'il y a des écarts. D'abord, il y a un chien au milieu, comme dans la sortie des Usines Lumière, le premier film de l'histoire du cinéma. Il y a un chien au milieu qui vient animer l'image. Ce chien, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la queue, et il est en train de renifler une autre, si je puis dire. Il est en train de renifler l'entrejambe d'un monsieur. Mais oui, mais moi, mon chien, il ne me renifle pas, parce qu'il me connaît. Un chien qui renifle est un chien qui vient identifier l'autre. T'es qui, toi? Il n'est pas du même bord, ce chien. Il vient d'ailleurs, oui, il vient de la gauche, où je trouve d'ailleurs 4 autres chiens. Il y a du mouvement, là. Il y a quelque chose de l'ordre d'un rapport de classe dans cette image. Ce n'était pas prévu. Il y a d'un côté ceux qui sont habillés pour être dans l'image, ceux qui ont tout fait pour être dans l'image, qui ont désiré être dans une image, et puis il y a ceux qui n'ont pas été invités. Le panoramique, le panorama, le déplacement vers les bords cadres, déplace, détourne, déporte notre regard du centre prévisible et prévu vers la marge, vers ceux qui n'ont pas droit à l'image, vers les sans-noms, dirait Walter Benjamin, vers ceux qui n'écrivent pas, vers ceux qu'on n'entend pas. Et la vocation de l'art ou du cinéma est peut-être, comme le disait Pierre Perrault, l'auteur de Pour la suite du monde, d'écrire dans leurs paroles mêmes l'histoire de ceux qui n'écrivent pas. Ils sont là. Allons plus loin. Nous sommes entre 1905 et 1910, en Andalousie. J'ai vérifié sur Internet. Le duc d'Orléans, auteur de cette photo, qui est un monarchiste, forcément, c'est l'héritier du trône de France, par ailleurs anti-dreyfusard et maurassien, aimait beaucoup aller en Andalousie, près du Guadalquivir, c'est là que ça s'est pris, parce que sa maman y habitait. Il avait 2 passions là-bas, chasser le gibier et chasser les filles, les villageoises. Passons. Mine de rien, ce monsieur, qui est tout sauf marxiste, est peut-être en train, dans sa photo, parce qu'il s'est intéressé au bord 4, d'introduire dans le champ les exclus.
d'inclure ceux qui auraient dû être exclus. Peut-être est-il, mine de rien, en train de photographier un rapport de classe à venir qui deviendra peut-être lutte des classes. Parce que deviendront les petits-enfants là, à droite? Nous sommes en 1905 ou 1910. 20 ans ou 25 ans plus tard, quand ils auront 35 ans. Peut-être la Révolution espagnole, peut-être la guerre civile. Dans quel camp seront-ils? C'est déjà dans l'image. Il y a quelque chose, 1917 n'est pas très loin. Oui, il y a quelque chose de l'ordre d'un rapport des classes. Si je me déplace mon regard vers la gauche, je vois de l'ouverture. Là, devant l'hacienda, un groupe agglutiné. Eux voulaient être dans la lumière. On ne les voit à peine. On voit mieux les autres. Ils voulaient être dans la lumière. Obscure clarté. Oxymore. Ceux qui étaient condamnés au départ à être dans l'obscurité, eux, sont dans la lumière. En tout cas, peut-être, y seront-ils un jour, c'est ce qui se prépare. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir une famille de riches propriétaires terriens assiégés, ou potentiellement un jour assiégés, ou pas loin de l'être un jour, en tout cas entourés, encerclés? Parce que regardez le monsieur à l'extrême gauche. Le dernier, l'image est coupée là, mais il y en a sûrement d'autres à droite, à gauche. Ça ne s'arrête pas là, il y a une ribambelle. Qu'est-ce qu'il a là à la main? Une arme? Une machette? 3 points de suspension. Je suis en train de fabuler peut-être, mais je fais du récit. C'est ça, une image ouverte. Cette image-là, qui aurait dû être figée par le choix du panorama, j'emploie des termes de cinéma, par le choix du panorama, est allée ouvrir vers l'extérieur, vers les marges, vers ce qu'on n'aurait pas dû voir, et là commence le récit. Moi, spectateur, en coprésence avec cette image, parce qu'elle est ouverte, je peux commencer à légender. Je peux commencer à fabuler, je peux commencer à raconter. Là, il y a du cinéma. Le visible était au centre, mais l'invisible est en train d'entrer dedans. Voilà. Ce panorama est très beau parce qu'il inclut dans le panorama lui-même la logique du cinéma, qui est pourtant antagoniste, contradictoire avec la logique du panorama. La logique du panorama, et ce sera ma conclusion provisoire, la logique du panorama est le plus de visible, le maximum de visibilité possible, en étendant par les bords. La logique du cinéma, c'est l'invisible. Pourtant, ici, on est dans la logique du panorama, mais d'une certaine manière, on fait apparaître ce qui aurait dû rester invisible. On fait apparaître ceux qui auraient dû disparaître. Voilà, ça je pense que c'est l'art du cinéma. Comment je fais voir de l'invisible. Voilà. Et que dans cet invisible-là, il y a du possible. Une image qui fait voir est une image qui ouvre sur des récits possibles, idéalement les nôtres, des récits communs. Voilà. Alors pour parler du commun, je vais passer la parole à Monsieur Ego. 40 minutes, c'est pas mal quand même. Merci pour cette introduction à votre conférence, puisque introduction d'un long discours qui n'a pas encore eu lieu, qui est le hors-champ de la conférence, le non-dit de cette introduction. Et je trouve qu'il y a une figure ironique à ce que une conférence initialement prévue sur le cinéma ait été conclue par une très belle méditation sur une image fixe qui est devenue mobile, parce qu'en effet, vous en avez composé la légende, c'est-à-dire que vous l'avez mise en mouvement et vous avez montré comment dans une image fixe il y avait des potentialités de récit. Mais je dirais que ça, c'est la vertu même de l'image fixe, d'être une floraison de possibilités, d'être le terreau de devenir possible, de récit possible. Et c'est ce qu'il y a d'ailleurs de très beau dans l'expression que l'on met quand on dit qu'on légende une image, c'est-à-dire les quelques mots que l'on met sous une photographie dans un journal, ça s'appelle une légende. Malheureusement, dans les journaux, ces légendes sont rarement légendaires, mais si on prend ce terme de légende au sens premier du terme, il y a une possibilité
de fable, ou en tout cas un ensemble fabuleux de possibilités contenues dans toutes les images. Néanmoins, il s'agit là de la quintessence des images dites fixes, des images photographiques, et je pressens que le récit ou la possibilité de voir dans l'image mobile, c'est-à-dire dans l'image cinématographique, fonctionne autrement. Et peut-être, et ça sera ma question sous une forme paradoxale, c'est que la succession des images, leur effacement extrêmement rapide, je vous rappelle qu'il faut 24 images par seconde pour constituer un film, c'est dire si les images sont formidablement rapides, interdisent leur déploiement, ou alors il faut que toutes les floraisons possibles dans une image fixe disparaissent pour que quelque chose d'autre, comme le récit cinématographique, commence à avoir lieu. Alors, Patrick Lebout, qu'est-ce que le récit cinématographique nous permet de voir, ou qu'est-ce que vous, dans peut-être l'exemple d'un film qui vous serait cher, vous pourriez nous dire ce que ce film, à travers la syntaxe cinématographique, vous a permis de voir? Et vous avez un micro devant vous. Et combien de temps pour répondre? Comptez sur moi pour vous interrompre et puis surtout pour donner la parole à la salle afin que nous puissions engager comme ça un dialogue. D'abord, le récit, il n'y a pas que le film qui le fait. C'est aussi au spectateur à le faire. C'est justement la rencontre entre ce qui travaille dans le film et ce qui me travaille moi. C'est aussi mon cerveau qui fait le récit. Et l'image, il y a deux images. Il y a l'image qu'elle a et puis il y a ce qu'elle a caché et que la rencontre avec moi devant est en train de révéler. De certaine façon, il y a toujours une part d'invention par le spectateur lui-même. J'aime pas le mot syntaxe, ils existent, mais pour moi... Oui, j'aurais pu parler du phrasé, du phrasé des images mobiles, si vous voulez. Mais tout ça est juste. De leur danse. Mais justement, c'est pour ça que je parle d'images qui ouvrent, et qui ouvrent je ne sais pas vers quoi, qui ouvrent vers de l'ouvert. C'est tout. C'est justement sur de l'énigme, sur de l'inconnu, c'est une image qui ouvre, parce que j'ai employé ce mot-là tout à l'heure, est une image encore qui ouvre sur des images à venir, qui ouvre sur nos récits à nous. C'est une image qui ne souhaite pas en rester là. C'est une image qui n'est pas une fin en soi, qui est justement le début d'autre chose, et c'est à moi de le construire. C'est une image qui vient à ma rencontre, c'est une image qui me met en coprésence d'elle-même. L'image cinématographique, vous l'avez dit, c'est 24 images par seconde, donc c'est des photos qui sont finalement reliées. Voilà, c'est de la séparation reliée. C'est ça qu'on appelle le montage, c'est ça qu'on appelle le raccord. Ce qui était au cinéma, ce qui était délié, va à un moment donné se relier. Mais il y a aussi un autre montage, des verticales, entre ce qui se passe là sur l'écran et moi devant. À un moment donné, il n'y a plus de séparation. Parce que ce qui agit là, et c'est comme ça que j'aime bien parler, ce qui agit là, va peut-être, venant à ma rencontre, réveiller des choses que j'avais oubliées, qui étaient enfouies en moi, et qui remontent subitement à la surface consciente de mon présent. Et c'est pour ça qu'un film me touche, et peut-être pas mon voisin. C'est parce que moi, je vois là quelque chose qui me réveille. Parce que j'ai ma biographie, et le voisin peut-être pas. Il y a ça aussi, c'est la coprésence. Henri Maldinet, un philosophe, disait que pour lui la beauté c'était l'ouverture. C'est à un moment donné cette capacité d'étonnement, c'est-à-dire peut-être de dépasser le récit écrit là-bas, mise en scène là-bas, mise en forme là-bas, et d'aller plus loin. Et dans ce plus loin, moi je suis inclus. Bon, c'est parce que je dois aller vite, mais je ne sais pas si je résume bien, mais il y a quelque chose que, certes, pour faire un film, il faut une syntaxe, il y a une mise en scène, il y a tout ça. Mais ce que je définis, moi, comme l'essence même du cinéma, ce que André Bazin, fondateur des Cahiers du cinéma, appelle le coefficient cinématographique, c'est le plus. C'est ce qui vient en plus. C'est ce qui n'apparaît, n'émerge que parce que je filme. C'est tout ce qui se passe entre trois pôles. Le pôle filmeur et tout ce qui lui arrive parce qu'il filme quand il filme. Et en même temps, le pôle filmé et tout ce qui lui arrive parce qu'il est filmé, c'est-à-dire regarder, considérer, ce n'est pas rien, au moment où il est filmé. Et le pôle spectateur et tout ce qui lui arrive lorsqu'il est en coprésence, en rencontre avec les traces de ce frotti-frotta précédent. Pour moi, le coefficient cinématographique, le cinéma, tout ce qui apparaît et tout ce que je vois finalement, et qui n'était peut-être pas prémédité, c'est justement tout ce qui circule entre, tout ce qui circule entre ces pôles, tout ce menu fretin
qui est parfois indicible, c'est compliqué, tous ces mélanges d'affects, de gestes, d'émotions, d'idées qui surgissent dans l'acte même de faire, entre l'image et le son, entre l'écran là et moi devant, entre deux corps, entre deux plans. Le cinéma n'est pas dans l'image, il est entre les choses. C'est justement une affaire d'espace. Entre les choses, il y a un espace, il y a une brèche, il y a une ouverture. C'est là que ça se passe. C'est peut-être la raison pour laquelle je vous demandais si vous pouviez nous dire ce que vous aviez reçu, puisque effectivement le cinéma se passe peut-être devant nous, mais sans spectateur, il n'aurait pas lieu. En tout cas, rien ne se passerait. C'est pour ça que je n'aime pas le mot fin. À suivre. La suite du monde, c'est nous devant l'écran. Le cinéma, c'est ce qui arrive à quelqu'un, idéalement à plusieurs, devant un écran, petit ou grand, et qui n'arrive que là. Alors, comme nous sommes plusieurs, on va tenter de continuer cette conversation à plusieurs. Je vais vous inviter à prendre la parole et à poser une question ou faire un commentaire si vous le souhaitez. Il y a un micro baladeur. C'est souvent la première question qui est la plus difficile. Monsieur, vous n'êtes pas le monsieur du 7e rang, mais du... On risque de prendre la première question, parce que je ne suis personnes... pas au 7e rang. Ça va, ça c'est bien. Mais je repère le monsieur du 7e rang. Je vous ai à l'œil. Non, moi, ma question, et c'est peut-être après avoir vu un film qui passe à Marseille en ce moment, qui est L'homme à la caméra, où il n'y a que des images, il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de texte, il n'y a rien, en dehors des images. Et donc ma question, c'était un peu pourquoi l'image est toujours perdante dans le cinéma. Quand vous entendez des critiques, quand vous discutez avec des amis, on ne vous parle jamais de l'image. On vous parle du sujet, on vous parle des acteurs, on vous parle de tas de choses inutiles et qui encombrent l'image. Et vous vous apercevez que quand vous sortez, les images, vous ne les emportez pas avec vous. Elles restent dans la salle. Donc pourquoi il y a cet effacement? Vous en avez un peu parlé. Est-ce que c'est un manque d'éducation à l'image? Pourquoi l'image est absente en fait de la vision de la plupart des gens? Et je pourrais ajouter de la plupart des films, mais Patrick Lebout. C'est compliqué de répondre à ça, parce que, vous l'avez dit, vous avez entendu, formatage, éducation qui n'a plus lieu, sacralisation de l'objet film. L'objet, c'est une espèce de finitude, et puis ça devient un produit à vendre. Moi, j'ai toujours pensé que le cinéma n'était pas l'art de faire des films. Filmer, c'est pas faire un film. Après tout, c'est une phrase de Deligny, ça, qui est très belle, qui répond un peu à la question. En peinture, on dit peindre, hein. On ne dit pas tableauter. En sculpture, on dit sculpter. On ne dit pas statuer. En musique, on dit chanter, composer. On ne dit pas disquer. Et dans le cinéma, filmer, film. Comme si filmer ne servait qu'à faire un objet, qu'à faire un film. Dans les autres arts, on met l'accent sur le geste. Et puis le rapport au monde que conditionne l'outil de ce geste. Sculpter, c'est avec un purin, avec sa main, avec de la glaise. Voilà. Il y a dans le cinéma peut-être une fâcheuse, malencontreuse et encombrante proximité entre le geste et l'obligation de faire un produit. Les enfants, lorsqu'ils dessinent à 2 ans, 3 ans, c'est pas pour faire une œuvre. C'est pour voilà, c'est pour la vision. C'est peut-être pour comme les hommes préhistoriques dont vous parliez. Lorsqu'on a peint Lascaux, les hommes préhistoriques ne pouvaient pas savoir qu'un jour Nicolas Sarkozy et sa blonde viendraient, d'ailleurs sans baluchon, pour visiter ça. C'était pas pour faire une œuvre d'art. Je pense que c'était pour exprimer quelque chose de l'ordre du vital, d'un rapport au cosmos, d'un rapport aux angoisses, d'un rapport à la vie, d'un rapport au monde. C'est un geste qui libère, qui produit sans doute de la liesse. Voilà, peut-être presque une effraction. Lorsqu'un enfant se met à repeindre, à dessiner sur votre mur que vous avez peint la veille, c'est pas pour faire une œuvre d'art.
Et pourquoi est-ce que filmer ne serait pas la même chose? Pourquoi est-ce que filmer, ce ne serait pas juste un geste qui permettrait peut-être de mieux voir? Pourquoi est-ce qu'écrire, c'est nécessairement pour faire un livre? Alors évidemment, parfois, après, ça donne un beau film ou un beau livre. Mais le geste même, au départ, c'est autre chose. Alors effectivement, on a un peu trop réduit le cinéma, non pas de l'expérience, une expérience artistique, qui est une expérience du rapport, du raccord, avec plus grand que nous, avec de l'autre, une expérience du commun. Mais non, on a réduit ça à de l'expertise, à de la maîtrise. Voilà. Pour moi, il n'y a plus de critique de cinéma. Il n'y a que des critiques de films. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui, à partir d'un objet film, essaie de voir comment travaille le regard. Où est la vision? Où est le voir? Comment travaille le geste du cinéma? Critique de film, c'est vite devenu, il en reste 2 ou 3, même pas plus en France. Ça devient de la critique de consommation. Mais critique de cinéma, au sens où on entendait peut-être un Bazin, un Serge Danet, un Jean-Louis Comolli, qui est venu ici il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, m'a-t-on dit, c'est autre chose. Peut-être qu'on a effectivement trop réduit l'expérience artistique du cinéma à un savoir-faire. Alors après, on va décomposer le savoir-faire. Il y a l'acteur qui joue bien, il y a le metteur en scène qui dirige bien. Mais pour moi, le cinéma n'est pas un art de la direction. Bien sûr que c'est ça aussi, si l'acteur joue mal, quoique, même s'il joue mal, il va peut-être se passer quelque chose dans la relation entre filmeurs et filmés. Il y a des films avec des acteurs amateurs qui sont splendides, parce qu'il se passe quelque chose. Voilà, le cinéma, c'est ce qui arrive dans la relation au moment où on filme. Ça peut, voilà, le cinéma, c'est un plus, ça transcende tout ça. Et ce plus est peut-être là, et apparaît peut-être plus facilement lorsqu'il y a du moins. Moins de direction, moins de directives, plus de trous, plus de brèches, moins de colmatage, moins d'équipes lourdes. Peut-être que la beauté du cinéma apparaît plus lorsque le cinéaste filme lui-même. Et parce que dans le cinéma, on ne filme pas. Hein. Le sculpteur, il sculpte, le peintre, il peint. L'écrivain, il écrit, sauf Stolitzer, qui est un nègre, mais en principe, il écrit. Mais le cinéaste, il ne filme pas. Quand on vous dit que Hitchcock, il filme les femmes comme ça, c'est pas lui qui touche la caméra. Et que John Ford, il filme les chevaux comme ça, c'est pas lui qui touche la caméra. C'est son opérateur, son cadreur, son directeur de la photographie. C'est assez rare. C'est surtout dans le documentaire, du documentaire, qui est venu une filiation un peu minoritaire du cinéaste touchant lui-même son outil, Flaherty, sous sa banquise, un l'Esquimau ou l'homme d'Aran. Lui filme. Il touche l'outil. En plus, il prend le son, il monte lui-même. Jean Rouch. Oui, dans la lignée des documentaristes, c'était un geste plus coutumier. Un geste plus artiste, peut-être, qui met finalement le cinéaste dans un rapport plus direct de frotti-frotta quotidien avec sa matière, comme un sculpteur sculpte et un peintre dans son atelier. Voilà. Alors on a peut-être trop isolé les éléments, alors que le cinéma est un art du raccord. Maintenant, effectivement, l'image est importante, on n'en parle peut-être pas assez, mais qu'est-ce que vous voulez dire des images dominantes? De 99%, je dis 99 parce que je suis belge, une espèce en voie de disparition, et 99% des images, mais il n'y a rien à en dire, c'est jamais que de l'image. Il n'y a rien d'autre à voir que ce qui est mis dedans, ce n'est même plus de l'image, c'est du visuel. Nous sommes dans un monde saturé de visuel, où les images sont closes et ne promettent rien d'autre que ce qu'il y a là dans l'image, dans la composition. Une image artiste, une image de cinéma, une image qui fait voir, elle ouvre sur ce qui tressaille dans l'image, sur ce qui vibre, sur ce qui n'est pas encore définitif. Une image de cinéma est une image qui sait qu'elle n'est pas finie, qui se sait inachevée, qui est pleine de trous, qui a enlevé plein de choses. Bresson. Voilà. C'est une image qui tressaille de ses manques et qui revendique ses manques, qui n'a pas peur de les montrer. Parce que c'est là, dans les trous de l'image, que se trouvera, dans le manque, dans ce que se trouve peut-être, ma place de spectateur. Là, je peux commencer à jouer. Il n'y a pas de cinéma sans jeu. Les images que nous subissons à longueur de journée ne jouent pas, si ce n'est que nos pieds. Voilà. Ça, moi, c'est clair. Merci. Quelqu'un a-t-il une autre question? Ah, monsieur, là, Là, monsieur, Oui, on va vous apporter un micro.
Bonjour, moi je n'ai pas vu Homme, ni De Pardon, tous ces résidents qu'on nous assigne. Je ne suis pas assigné à eux, comme vous dites, il suffit de faire un effort. Je suis là, oui, j'ai pas vu Homme, comme vous dites, ni De Pardon, je ne suis pas assigné à ces résidents. Il suffit de faire un effort. Je veux dire, si les gens préfèrent aussi la festivité et la diversité, voilà, si les images festives de diversité, s'ils préfèrent ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? Faut critiquer. C'est les gens sont aussi coupables. Je pense que c'est peut-être aussi une globalité. On est coupable globalement, c'est tout. Si vous critiquez ceux qui font les images, c'est les gens aussi demandent des images. Bon, je pense. Alors, je pense, est-ce que vous n'êtes pas un peu poussif quand vous dites que là, on nous montre tout, il n'y a plus rien à voir? Moi, j'ai connu une époque où on montrait rien. Il n'y avait vraiment rien à voir. Parce que j'ai connu, oui, à la télévision, je parle au niveau documentaire, à la télévision, il n'y avait rien, monsieur, que dalle, à part 5 couillons dans la lune, comme on disait avant, hein, ou les documentaires animaliers qui passaient le dimanche soir, il fallait se coucher à une heure impossible et se réveiller le matin, on était des zombies. Hein, je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait? Rien. Bon, est-ce que vous plaignez de l'abondance? Moi, je pense qu'il y a des très bons documentaires sur Arte, ou qui ne sont pas soumis au CSA, hein, c'est-à-dire le Conseil de surveillance de la déformation audiovisuelle, je dis bien. Hein, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur Arte, et je pense, est-ce que vous n'êtes pas un peu poussif, hein, quand vous dites ça, hein, volonté de voir? Oui, c'est pas un peu exagéré? Moi, je pense que c'est un peu exagéré, hein, quand vous parlez de... Merci, monsieur. Je ne vais pas qu'on réponde, mais... Y a-t-il une autre question? Ah, pardon. Je ne savais pas... mais je vous Je ne sais laisse pas quoi répondre. répondre, mais j'essaie de... Je suis peut-être poussif, mais... Non, je suis plein d'optimiste, plein d'optimisme. Je ne pense pas que le cinéma soit mort. Moi, je dis simplement qu'il n'est plus là où il devrait être. On pense aller dans une salle de cinéma, moi j'en vois presque plus, mais le cinéma n'est pas mort. Je passe ma vie à essayer de faire circuler des œuvres, des films, des démarches, des pratiques. Mais ça s'est déjà arrivé à ce moment-là, au XIXe siècle. Du côté de la peinture, je fais très vite, mais la peinture classique, à un moment donné, c'est finissant, ça agonise un peu. Et puis à ce moment-là, il y a d'autres outils qui apparaissent, et d'autres désirs, c'est des petits tubes de couleurs. Et puis voilà, un jour il y a un gamin qui... Les petits tubes de couleurs, on pouvait les mettre dans sa poche, comme les caméras digitales d'aujourd'hui ou les téléphones. Voilà, c'est des nouveaux outils qui permettent d'arpenter le monde et de recommencer quelque chose. Et lorsque le monsieur avec son tube de couleurs s'appelle Cézanne et passe devant la montagne de Sainte-Victoire ou à l'Estac, c'est vachement beau. Et oui, mais au début, c'était pas vu. C'était pas vu. Je vais très vite. Pour montrer Cézanne ou Manet, au début, on a inventé la notion de salon des refusés. Je sais que je fais un peu court. Je veux dire qu'à un moment donné dans l'histoire de la peinture au XIXe siècle, les lieux dévolus à la monstration de la peinture ne montraient plus rien. S'ils montraient, mais il n'y avait rien à voir. Et puis on a inventé d'autres lieux à côté. Nous sommes peut-être, selon moi, dans ce moment-là de l'histoire des images, ou du cinéma en tout cas, où les lieux dévolus à la monstration du cinéma ne montrent que des images qui ne me donnent rien à voir, mais je sais pertinemment bien, parce que je les cherche, et je les fais circuler, c'est mon métier, que ces images-là existent toujours, des images qui font voir. À nous maintenant d'inventer en même temps les conditions pour les faire, avec ces nouveaux outils, et les lieux pour les faire circuler. Donc je ne suis pas du tout poussif. Je ne suis pas du tout pessimiste. J'essaye de décrire, peut-être un peu à grosse louche, parce qu'ils ne m'ont donné que 20 minutes, monsieur. Mais peut-être pourriez-vous nous parler de quelques-unes de ces images qui donnent à voir et que vous tentez de faire circuler? Oui, je pourrais vous parler de Wang Bing, oui, ben voilà, sinon j'ai pas envie de faire ça, parce que comme ça circule pas dans les salles, alors on va me traiter d'élitiste. Donc déjà que je suis poussif, maintenant je vais être élitiste. Par contre, un élitiste je poussif. je peux vous parler du cinéaste chinois Wang Bing, à l'ouest des rails, ou le dernier film qui s'appelle À la folie. Je peux vous parler d'Antoine Boutet, qui a fait un film exceptionnel, ça s'appelle Le plein pays. Voilà, un homme seul, tient une caméra et du son, et puis et en face de la caméra, un autre monsieur tout seul. Et une alliance va se créer qui me reparle du monde. À la télé, on aurait filmé ce type qui s'appelle Jean-Marie, qui vit dans une grotte comme un ermite, coupé de tout. On l'a représenté comme un cinglé, un pauvre, un SDF ou un nomade. On l'a représenté comme le dernier des hommes. Et je découvre, par l'alliance qui se produit entre filmeur et filmé, que ce monsieur n'est pas le dernier des hommes, mais peut-être le premier. Qu'il redécouvre les gestes qui ont fondé l'espèce humaine, à savoir la parole, la poésie, l'expression, l'expérience artistique et la marche. Magnifique. Le plein pays.
édité en DVD, je ne sais plus chez qui, ça existe. Mais maintenant, pour me faire comprendre sur ce qu'est une image qui fait voir, plutôt que de parler d'images que malheureusement la plupart d'entre nous n'avons pas vues parce qu'elles ne sont pas dans les lieux officiels, je peux vous parler d'une ou deux images qui m'ont bouleversé dans ma vie, et vous avez peut-être vu, à commencer par certaines images de Nuit et brouillard. Qu'est-ce qu'une image qui fait voir? Pour mettre un peu de gravité dans cette soirée. Vous connaissez Nuit et brouillard, c'est l'honneur du cinéma. Le film qui a permis, dans les années 50, d'en comprendre un peu plus sur la portée de ce qui s'était passé dans les camps. C'est un film d'archives, c'est un montage d'images d'archives, oui. Sauf que un simple plan, répété je ne sais plus combien de fois, mais assez souvent un simple travelling, en couleur celui-là, alors que les images d'archives sont en noir et blanc, arrête la fascination romantique que nous pourrions avoir pour le récit des images d'archives. Un simple travelling sur les fils de fer barbelés et les miradors, aujourd'hui, 10 ans après la catastrophe. Il ne se passe rien. Un simple mouvement qui freine l'image, qui la ralentit, qui ouvre sur ma réflexion, qui ouvre sur la possibilité qui m'est faite à moi, spectateur, que tout ce que je viens de voir puisse enfin se déposer quelque part, d'abord en moi. C'est tout. C'est un simple travelling, c'est un simple mouvement, ça ouvre. Je ne sais pas sur quoi ça ouvre, on ne me le dit pas. Mais moi, quand j'ai vu ça petit, j'ai su que c'était pour la vie. J'ai vu ça à 9 ans. Et le travelling, je m'en souviens. Bien sûr, je me souviens de quelques images traumatisantes, notamment le regard. Il y a 2 plans où, photographiés, où des déportés me regardent dans les yeux. Et je ne peux pas soutenir ce regard. Ça aussi, ça m'a marqué. Ils sont sur une scène que je n'occuperai jamais. Je ne sais pas. Je ne saurais pas. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique. Je vois bien que c'est justement la question dans cet écart-là. Eux, ils ont vu ce que je ne peux pas savoir. Et puis après ce plan de travelling qui me permet justement de penser à ces images qui me regardent, à ces regards qui me regardent. Pour une fois, ce n'est plus moi qui regarde des images, c'est elles qui me regardent. Des gens me regardent, venus d'ailleurs, d'un endroit auquel je n'accéderai jamais. Tant mieux d'ailleurs. Mais respectons-les. Ah. Un autre plan plus joyeux. Parlons d'Adieu Philippines de Jacques Rosier. Le récit en une phrase. Un jeune gars apprend, nous sommes en 61, un jeune gars apprend que dans 2 mois il part à l'armée, c'est-à-dire en Algérie, pour 15 mois. Il tombe amoureux de 2 filles, c'est pas laquelle choisir. Pourquoi choisir? De toute façon, après il part et peut-être qu'il ne reviendra pas. Sur la fin du film, le personnage choisit. Il y en a une. Et il commence à danser avec elle. Elle s'appelle Liliane. Un plan, il danse avec Liliane. Plan suivant, ce n'est plus lui qui danse avec Liliane, c'est le caméraman, c'est le cinéaste, Jacques Rosier lui-même, parce qu'elle danse face à la caméra. Et on voit bien qu'elle danse non plus avec le personnage, mais avec celui qui porte la caméra. Le cinéaste a pris la place de son personnage. Il m'a mis à la place de son personnage, moi, spectateur. Parce que derrière un objectif de caméra, derrière une caméra, derrière celui qui la tient, il y a la promesse d'un monde fou. Nous, spectateurs. Nous sommes installés, nous, dans une salle de cinéma, depuis à la place du regard de celui qui tient la caméra. Subitement, celui qui tient la caméra a pris la place du personnage. Et c'est moi maintenant qu'elle regarde, Liliane. Ce n'est plus le personnage, c'est moi qu'elle regarde droit dans les yeux. C'est avec moi qu'elle danse comme un serpent en Inde. Là. Et la caméra devient une flûte magique. On danse, elle et moi. Elle et le cinéaste, elle et moi. Du coup, quand je retourne dans le récit, je ne la vois plus de la même façon. Et quand je retourne dans le récit, là maintenant, je comprends mieux le drame du personnage, qui n'est plus uniquement le drame du personnage, mais le drame d'une personne devenue pour moi réelle et qui, dans le dernier plan, part sur un bateau vers l'Algérie. Et ne reviendra peut-être plus jamais. Ces personnages que j'ai vus suivre comme personnages tout au long du film, dans le dernier plan, ils s'enfoncent, ils s'immergent. Je ne les vois plus dans une image globale, une image d'actualité. Des gens partent sur un bateau pour peut-être ne jamais revenir. C'est peut-être le plus beau film que j'ai jamais vu de ma vie sur la guerre. Le dernier plan, c'est ça la guerre, partir à la guerre. Le dernier plan, le mec que j'ai suivi sur le bateau, je ne le vois plus tellement il y a des gens, le bateau s'écarte. S'écarte du quai, un espace, un écart se creuse. Il y a 2 filles qui font coucou, au revoir sur le quai. Voilà, faire voir. C'est beaucoup plus beau qu'un film avec John Wayne débarquant en Normandie le 6 juin 1944. Là, il n'y a pas de spectaculaire, mais il y a vraiment la définition de ce que c'est faire voir la guerre. La guerre, c'est un mec qui part, ne reviendra pas, et 2 filles qui restent à quai. Voilà. Ça, c'est faire voir. Je peux en donner plein, des images comme ça. Là, ça ouvre.
Ça va comme réponse ou... Très bien. Monsieur, je crois que vous vouliez prendre la parole. Et je constate que vous êtes au 7e rang, ce qui tombe très bien. Effectivement, Encore fou profite, vu, non je profite du 7e rang comme alibi un peu pour faire une petite remarque. Ça m'évoque un peu cette fameuse tirade du Roi Lear de Shakespeare où on entend un des protagonistes dire ne vois-tu pas comment va le monde, regarde avec tes yeux, regarde avec tes oreilles, pas avec tes yeux en fait. Donc ça m'évoquait un peu ce que vous disiez au début. Est-ce que justement on regarde pas on regarde justement sans rien voir en fait. On regarde pas un peu sans rien voir. Quand j'étais petit, on n'avait pas la télé, je trouve que je voyais mieux le Tour de France à la radio. Non, c'est vrai, non, c'est pas pour faire un calembour, mais si, je l'ai dit tout à l'heure, on peut voir aussi autrement qu'avec les yeux. Le tout est d'être dans ce geste. Voilà, voir. On pourrait dire, tout ce que j'ai raconté, on pourrait le dire aussi pour le son, qui est toujours le grand absent lorsqu'on parle de cinéma. Hélas, il y a le son, il y a l'image, mais il y a aussi le son, il y a le monde. Voilà, l'image, le son, le monde. Entendre ou écouter, c'est pas la même chose. Voilà, regarder n'est pas voir. Écouter n'est pas entendre. C'est la même chose. Et ça participe, voilà, de la même idée que tout ça suppose une mise en condition, du travail, un exercice. Voilà, le cinéma, c'est l'exercice d'un regard qui devient un geste d'aller vers de l'ouvert. Même chose pour le son. Donc effectivement, ça renvoie peut-être aussi à l'idée d'éducation. Moi, je constate que les personnes dans les années 40 ou 50, dont les textes m'ont beaucoup influencé pour une réflexion sur ce qu'est un geste cinématographique comme expérience artistique, je ne sais pas, André Bazin, Fernand Deligny, Chris Marker, ils voulaient de l'éducation populaire, de travail et culture, de peuple et culture. À mon avis, ce n'est pas un hasard. Voilà. Mais ça n'existe plus. Donc maintenant, ben, voilà, on a autre chose, on a des critiques de films. Bon, tout ça pour... je sens que je suis en train de plomber la soirée, là, non? Pas du tout. Madame, qui est tout en haut, je crois que vous vouliez poser une question. Nous Oui, vous très écoutons. courte. Et le documentaire sonore, alors? Je développe? Oui, oui, peut-être. Parce que vous parliez, l'un des spectateurs proposait justement cette parabole du cinéma pour les oreilles. Alors ça me renvoie tout à coup au documentaire sonore. Et je voulais vous entendre un petit peu développer votre vision du documentaire sonore. L'expression est belle, une vision du documentaire sonore, mais je peux répondre en une phrase. Peut-être que le documentaire sonore, c'est ce qui nous permet de voir sans les images, mais de voir quand même, de voir par d'autres moyens, d'autres biais. Et comme effectivement il y a de moins en moins d'images, peut-être que le cinéma est là. Je pense que parfois il y a plus de cinéma, ou j'ai trouvé moi plus de cinéma dans un documentaire sonore de Daniel Mermet que dans un film de Pascal Bonitzer. Et peut-être parce qu'il manque aux images, il manque aux documentaires sonores les images. En revanche, ceux-ci nous conduisent à imaginer, à faire un effort d'imagination. Et peut-être est-ce que cette sollicitation de notre part, qui nous est faite, ou cette obligation qui nous est faite, est-elle une plus grande ouverture vers la capacité à créer des images, c'est-à-dire aussi à créer de la pensée par l'imagination, en complétant ce que le son ne possède pas, à savoir des images. Je crois que quelqu'un avait levé la main. Madame, voilà, est-ce que vous avez un micro ? Oui, moi je voulais revenir sur la notion de point de vue, parce que tout à l'heure vous avez émis une certaine méfiance par rapport au point de vue et l'utilisation des images. Et moi je voulais poser la question, est-ce que le point de vue, c'est pas plutôt refuser l'objectivité et présenter les choses telles qu'on l'entend, de manière beaucoup plus engagée, entre guillemets? Est-ce que c'est pas plutôt un engagement qu'un empêchement de voir des choses objectivement?
je me suis peut-être mal exprimé, je n'ai pas contesté la notion de point de vue, j'ai essayé simplement, c'est pas qu'on devait aller vite, d'en souligner les limites. Pour moi, ça ne me suffit pas. Mais vous avez raison, le point de vue, le point de vue. Je ne crois pas que l'objectivité, ça existe, et que ce soit même intéressant. Lorsqu'on tient une caméra, il l'a dit dans son introduction, cadrer, c'est exclure, ce n'est pas objectif. Le lieu même de la soi-disant objectivité des images, à savoir le journal télévisé, nous savons bien que ce n'est jamais que le point de vue du pouvoir, ou en tout cas de celui qui commandite le journal télévisé. Que tout ça, ce sont des montages. Et bon, c'est pour ça que je parlais de la réalité et du réel. Voilà, c'est le réel, moi, qui m'intéresse plus que la réalité. Bon, on ne fait pas de film sans rien, les mains dans les poches, sans point de vue, sans une petite idée de la question, sans un projet plus qu'un sujet. Donc évidemment, ça se documente, ça se prépare. Mais je crois à plus. Un point de vue, d'accord, mais j'ai beaucoup aimé un des premiers films de l'histoire du cinéma documentaire qui s'appelle « À propos de Nice ». Beau titre déjà, c'était pas sur Nice, mais à propos de, autour et alentour. À partir de Nice, je commence à digresser pour ouvrir vers un questionnement sur le monde, sur l'inquiétude du monde tel que Vigo, le cinéaste, pressent qu'il est en train de devenir. Ça rôde, ce qui rôde n'est pas très, très reluisant. L'Italie est à côté, elle est déjà fasciste, le reste va y passer aussi. C'est tout ça dans le film. Point de vue, dit-il. Et lorsqu'il présente ce film, il dit c'est un point de vue documenté. Reste à savoir documenté par quoi? Par le travail du film. Par le travail du film, c'est-à-dire par le film comme il travaille ceux qui le font quand ils le font. Un film est quelque chose de vivant, ça ne peut pas être figé. Le fait de tourner déplace ce que je savais. Entre le début et la fin du tournage, en principe, il y a un déplacement. Tout a changé. Le fait de tourner me dote d'une expérience supplémentaire qui me vient du tournage. C'est le film qui me fait. C'est pas moi qui fais le film. C'est le film, si j'y crois, si je crois à sa capacité de révélation, donc après peut-être de relation, et c'est ça un film, à ce moment-là je veux bien employer le mot, lieu d'une possible révélation qui débouchera, c'est une promesse, peut-être sur une relation nouvelle avec le filmeur, le filmé, le monde. Voilà, point de vue documenté par le travail du film tel qu'il s'opère quand je l'opère, quand je le fais, quand je le fabrique. Autrement dit, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être, je fais un peu manichéen parce qu'on n'a pas de temps, mais peut-être n'y a-t-il que deux grandes familles de cinéastes, et je ne dis pas qu'une est meilleure que l'autre, mais il y a ceux qui ont besoin d'avoir déjà vu le film pour pouvoir le faire. Et puis il y a ceux qui ont besoin de faire le film pour enfin pouvoir le voir. Je m'explique. Ceux qui ont besoin d'avoir vu le film, ça renvoie à l'acception dominante de la fabrication des films du cinéma. Pour faire très court, le modèle hollywoodien, plein de belles choses fulgurantes, et que ferait-on quand on est déprimé si on ne pouvait pas revoir Rita Hayworth ou Ava Gardner? J'en ai besoin. Mais là, il y a une manière de faire où tout a été programmé, et l'art de faire un film consiste à organiser, à mettre en œuvre, en scène, en raccord, tous les éléments du dispositif cinématographique convergent au service d'une vérité préalable, de quelque chose qu'on a préécrit, prévu. Et puis il y a Rossellini, et puis il y a Jacques Rosier, et puis il y a Flaherty, et puis il y a Jean Rouch, où le film va se constituer chemin faisant dans l'acte même de faire. On a besoin de faire pour voir. C'est une inversion. Voilà. Je pense que le point de vue documenté par le travail du film est davantage de ce côté-là du cinéma, de ceux qui font pour voir. Et je pense que c'est une jolie piste. Les gens que je défends aujourd'hui sont plutôt du côté du faire pour voir. Parce que nous sommes dans un monde où on a trop vu à notre place. Et que la plupart des images qui nous sont présentées, je ne vais même pas dire données à voir, sont des images programmées pour qu'on reste à notre place. Et que la place du spectateur, ou que l'offre cinématographique faite au spectateur, je pourrais dire l'offre artistique, c'est de nous permettre de changer de place, de sortir de la fonction assignée. Oui, c'est beau quand entre le début et la fin, tout a changé, que les choses ne sont plus dans l'ordonnancement initial des choses, là où elles devraient être. L'expérience artistique à avoir avec l'effraction. Sortir de l'endroit où on nous demande d'être. Voilà, cette magnifique image qui était supposée
devoir mettre au centre les patrons, et que finalement, par le panoptique qui va chercher des marges, les replis, c'est le peuple que je vois. Là, je vois un groupe compact, et puis après, à côté, je vois l'ouverture vers le peuple déjà supposément en train de faire nombre. C'est intéressant. C'est ça, voir. Voilà. Je sais pas, on s'embrouille un peu, mais pas toujours facile de répondre à tout. J'ai répondu, madame. Ah, désolé. Madame, je crois que vous voulez poser une question. On va vous apporter un micro. Je voulais savoir si vous étiez d'accord avec le fait que l'art en général et le cinéma en particulier était une tentative justement de cerner le réel. Et à ce propos, que pensez-vous de la difficulté à représenter justement l'irreprésentable? Vous avez parlé de Nuit et brouillard, je pensais aussi à Aritipan avec S21 et l'image manquante justement qui s'appelle l'image manquante. Ces tentatives ou ces formes spéciales pour essayer de représenter justement l'irreprésentable, qui est sûrement le plus difficile, le plus intéressant. C'est la question essentielle. C'est à partir de cette question-là, effectivement, de la question de, entre guillemets, l'irreprésentable, ou l'invisible, c'est-à-dire la représentation d'endroits où nous n'avons pas eu accès. Le propre du processus génocidaire, c'est que là, il y avait la volonté qu'il n'y ait pas de traces, qu'il n'y ait pas d'image. Alors ça pose une question à ceux qui font des images. Donc en interrogeant cette question qui est la vôtre, elle nous permet de toucher peut-être, d'approcher un petit peu à une définition possible de ce que peut le cinéma. Voilà. Et je pense que ce que peut le cinéma, c'est pas uniquement de saturer tout d'image. Je n'aime pas, pour revenir à un vieux débat, mais je ne supporte pas le film de Spielberg sur les camps. Parce que là, on est dans une espèce de volonté de tout montrer et de mettre le spectateur dans toutes les places où il ne pouvait pas être. Il est allé jusqu'à mettre ses caméras dans les wagons à bestiaux qui ont fourné les Juifs jusqu'à Auschwitz. Mais dans un wagon à bestiaux partant de Drancy, on mettait, je ne sais pas, 100 personnes qui, lorsque le train, le convoi arrivait à Auschwitz, la moitié était déjà morte d'étouffement, de ne pas avoir pu bouger. Et lui, il trouve la place dans ce wagon pour mettre une caméra. Et sans doute son siège, avec le nom de Spielberg dessus. Et des éclairages. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. Il y avait moyen de faire mieux, de me mettre, de faire en sorte que je puisse approcher modestement cet irreprésentable. C'est une question de place du spectateur. C'est ça la vraie question. À quel endroit je mets le spectateur? Le film de Spielberg, c'est presque... Excusez-moi, mais c'est pas... Comment il s'appelait encore ce film? La liste de Schindler. C'est le même cinéaste qui a fait Jurassic Park. Là, il a fait Auschwitzland. C'est un parc d'attractions. C'est du virtuel. La caméra dans le wagon, et puis la caméra en dessous du wagon, et puis la caméra au-dessus du wagon, et puis le point de vue du chien policier, qui est évidemment un berger allemand. Mais c'est partout. Et puis la construction d'un suspense, souvenez-vous, avec ces fameux juifs qui viennent de débarquer et qui vont soi-disant à la douche. Et nous savons bien que ce n'est pas des douches. Et lui, il fait du suspense avec ça. Alors le suspense, il marche sur qui, le suspense? Sur celui qui sait déjà. Parce que si moi, petit garçon de 10 ans, qui voit le film, puisque toutes les écoles, tous les écoliers ont été amenés voir ce film, moi je ne sais pas, je ne connais pas Auschwitz, j'ai 10 ans. Qu'est-ce que je vois? Si je ne sais pas que les douches, ou ce qu'on présentait comme des douches, étaient des fours crématoires, ça ne marche pas son suspense. Je vois des douches. Ça ne fonctionne le suspense que pour ceux qui savent. Tiens, moi je croyais que ce film-là était un film populaire, avec plein de concessions, certes, mais c'est pour que l'on sache. Mais je ne sais pas, moi, en sortant du film de Spielberg. Si je n'ai pas un savoir préalable, c'est de la roublardise. Ce film ne marche que pour celui qui sait déjà, il ne m'apprend rien. Parce que si je ne sais pas que les douches étaient des fours crématoires, je vois des douches. Eh bien oui, mais il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de four crématoire et des vraies douches. Vous les connaissez. Ce film est révisionniste. Voilà la place du cinéma.
À force d'avoir voulu tout me montrer, je n'ai rien vu. Et non seulement je n'ai rien, magnifique, et non seulement je n'ai rien vu, mais j'ai compris le contraire de ce qu'il fallait comprendre. Ça demanderait 1 heure pour parler de ça, et c'est un peu grave. Mais oui, il y a Ritipan, S21, j'ai pas vu l'image manquante. Mais déjà, le titre me plaît beaucoup. Mais S21, c'est du même ordre. Voilà, c'est comment... On revient au même. Montrer ne suffit pas. Et donc pour ça, il faut que j'invente des dispositifs, des formes, des mises en scène, appelons ça comme on veut, je sais pas, qui font voir. Y compris ceux qui n'avaient jamais. Enfin, je ne verrai jamais tout. Je ne verrai pas l'intérieur d'un four crématoire, sauf chez Spielberg. Je ne verrai pas la vie quotidienne à Bergen-Belsen. Pourquoi devrais-je le voir? À un moment donné, il faut croire. Croire à ce que les témoins, les survivants m'ont dit. Pourquoi toujours? L'expérience cinématographique, c'est aussi une expérience de la croyance. À un moment donné, le spectateur, il doit lâcher prise. Il croit ou pas. C'est croyance ou cynisme. S'il n'y croit pas, ça ne marche pas. C'est vrai pour la fiction, c'est vrai pour le documentaire. Je peux regarder un western. Ben oui, je vois bien là que c'est Anthony Quinn. Et que c'est pas Cochise. C'est Anthony Quinn, je le reconnais. C'est la même gueule que dans Urbain le Grec. Oui, mais si je passe tout mon film, tout le temps du film à me dire « Ah, c'est Anthony Quinn, c'est pas Cochise ». Ben oui, ben, lorsque Cochise se fait zigouiller par les tuniques bleues, ben, je ne suis pas ému. Il faut qu'à un moment donné, je lâche, j'oublie que c'est Anthony Quinn et que je crois que c'est Cochise. Voilà. À un moment donné, il faut croire. Et ce qui est assez beau dans cette expérience cinématographique, c'est que je crois à partir... C'est moi qui prends la décision. C'est moi spectateur. Et je crois à partir de ce que je suis. C'est moi qui décide. Voilà. J'y vais pas. C'est très bien. C'est à vous de décider si ce qu'on vous raconte et ce qu'on vous montre dans la télévisée, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est une expérience socratique. La rencontre, la coprésence avec des images, avec le cinéma. C'est vous qui, en fonction de ce que vous êtes, et vous êtes enfin capable, grâce à la rencontre, grâce à la coprésence avec ces images, capable de nommer, de réveiller en vous, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est une expérience plutôt de libération. C'est la différence entre consommer et être spectateur. Spectateur, c'est être acteur à un moment donné. C'est la suite. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de séparation entre l'écran et nous. Il y a quelque chose de l'ordre là d'un espace commun. Et dans un espace commun, c'est un espace aussi où ça travaille. Voilà. C'est le lieu de rencontre entre ce qui travaille dans l'image et le travail en cours dans l'image. Ça me travaille en retour, dans le présent d'une projection, pour faire un peu court. Je ne sais pas si cette fois-ci je réponds mieux que à la question précédente. Oui? Non. S'il vous plaît? Madame? Pas encore. Je vais aller voir, j'ai pas le choix. Je vais aller voir, je n'ai pas le choix, mais j'y vais, je ne sais pas, avec un peu des a priori ou à reculons, mais je vais aller voir. Et tant mieux si mes a priori sont faux. Alors, puisqu'il me revient, puisque j'ai le mauvais rôle de compter le temps, nous allons prendre une dernière question, puisqu'il est l'heure de nous séparer. Madame, vous prenez un micro parce que sinon... Je voulais juste revenir sur le Fils de Saul que j'ai vu hier, et j'ai trouvé que c'était le film le plus bouleversant depuis Nuit et brouillard, parce que justement on ne voit pas grand-chose, mais on entend. Et le fait d'entendre la bande de son est presque insupportable, et ça nous fait voir des choses qu'on ne voit pas en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce film que j'ai trouvé bouleversant. Bien, nous allons nous terminer sur cette remarque. Nous allons nous quitter sur cette remarque. Je vous remercie, Patrick Lebout, et merci à vous de votre présence. Et je vous donne rendez-vous au 21 novembre pour la dernière des rencontres organisées en contrepoint de l'exposition J'aime les panoramas, et où le MUSEM aura le plaisir d'accueillir le plasticien et photographe Philippe Ramette. Bonne soirée à vous et à bientôt.